Un sentiment de fatigue peut nous hanter même si les raisons n'en sont pas claires, comme si un poids invisible pesait sur nos épaules. On a l'impression que le maintien d'un équilibre universel est une mission personnelle qui exige d'éviter les conflits, de faire preuve de gentillesse, de compréhension et de courtoisie à l'égard de tous ceux qui nous entourent. Dès le plus jeune âge, la croyance qu'il faut être une bonne personne, que la bonté triomphe toujours et que la gentillesse est sûre d'être réciproque. L'honnêteté et la modestie deviennent être la clé de la reconnaissance dans ce monde. Et si toutes ces perceptions n'étaient qu'une illusion? Des mensonges commodes destinés à façonner des comportements bien élevés, prévisibles et contrôlés. Combien de fois avons-nous dû nous taire pour maintenir la paix, renoncer à nous-mêmes pour ne pas décevoir les autres? Combien de fois avons-nous été autorisés à manquer de respect et à profiter des autres, tout en gardant le sourire et en leur assurant que tout va bien? Les larmes, la colère et la fierté ont-elles été retenues au nom d'une vertu qui n'a finalement conduit qu'à l'ignorance? Écoutez attentivement. Les réponses sont peut-être plus proches qu'il n'y paraît. On a l'impression que le monde est organisé de telle manière que le traitement préférentiel va à ceux qui sont habiles en matière de réflexion stratégique plutôt qu'à ceux qui ont une haute moralité. Si le lecteur s'intéresse à ce sujet, il a probablement fait l'expérience de cette injustice dans sa propre vie. À plusieurs reprises, il a essayé de prouver qu'il était une personne décente, un camarade réceptif, mais il a été déçu. Et maintenant, peut-être, commence-t-il à réaliser que plus son désir de gagner la reconnaissance des autres est fort, moins il reçoit de respect en retour. Plus il est prêt à faire des compromis, plus on exige de lui. Plus il donne, moins il est apprécié. C'est alors que la figure de Niccolò Machiavel apparaît à l'horizon. Contrairement à la croyance populaire, il n'était pas l'incarnation du mal comme on le dépeint souvent. Il a plutôt été l'un des premiers à oser parler ouvertement des véritables mécanismes du pouvoir. Il a saisi une vérité que beaucoup refusent de reconnaître. Les principes moraux déconnectés de la réalité sont une dangereuse illusion. Sembler vertueux ne signifie pas être efficace, juste ou honorable. Dans cet article, l'auteur entend aborder franchement, sans fioritures ni conventions, la question de savoir pourquoi il est nécessaire d'abandonner l'obsession d'être une bonne personne au sens conventionnel du terme. Il est important de souligner qu'il ne s'agit pas de se transformer en un individu impitoyable et insensible. Il s'agit d'un éveil, un dernier adieu au rêve naïf et enfantin de justice universelle, où la vertu est toujours récompensée. Il est temps d'affronter la vérité désagréable, aussi inconfortable qu'elle puisse paraître. Le désir de plaire à tout le monde fait d'une personne une marionnette, un otage de sa propre réactivité. Si le fardeau d'être constamment utilisé, ignoré et négligé est devenu insupportable, il est peut-être temps de se transformer. Il faut tirer des leçons de la sagesse de Machiavel, des leçons qui n'ont jamais été enseignées auparavant, pour enfin prendre son destin en main, gagner le contrôle de sa propre vie. Il convient de se demander si le monde accorde une si grande importance aux personnes vertueuses. Il suffit de regarder autour de soi. Qui est le plus admiré? Qui occupe les postes les plus élevés? Qui est respecté, influent et occupe une place honorable dans la société? Ces personnes sont-elles les plus généreuses, les plus compatissantes et les plus justes? Ou se caractérisent-elles par leur esprit stratégique, leur assurance et leur capacité à résister à la manipulation? La vérité est dure et impitoyable. Le monde n'est pas mu par la bonté, mais par l'opportunisme. Machiavel l'a compris il y a plusieurs siècles. Son traité Le Souverain n'a pas été écrit pour enseigner la méchanceté. L'auteur a cherché à démontrer les règles selon lesquelles le jeu de la vie se déroule. Et l'une des leçons les plus dures qu'il enseigne est la suivante. Il ne suffit pas d'être une bonne personne pour obtenir succès et reconnaissance. De plus, dans de nombreuses situations, l'excès de gentillesse devient un raccourci vers l'oubli et le rejet. Une personne peut consacrer sa vie à être loyale, réceptive et pleine d'empathie pour les autres. Elle peut donner son énergie et ses ressources sans réserve, en aidant ceux qui l'entourent sans attendre de bénéfices ou de gratitude en retour. Mais un jour viendra où son utilité s'épuisera, et alors il sera oublié, remplacé par un autre, privé de la possibilité de s'exprimer.
Et le plus triste, c'est que tout cela se passera sans le moindre remords de la part de ceux qui auront profité de sa gentillesse. Le fait est que le monde moderne évalue une personne non pas en fonction de ses qualités morales et de ses vertus. Le critère de valeur devient ce qu'il peut offrir, l'influence qu'il a sur les autres, l'effet qu'il produit. Beaucoup de gens ont probablement remarqué que les soi-disant bons sont constamment dans une position de rattrapage, devant se justifier, expliquer leurs actions et prouver qu'ils méritent l'attention et le respect. Dans le même temps, ceux qui savent fixer des limites, qui n'ont pas peur de dire non, qui affirment clairement et avec assurance leurs droits et leurs intérêts, sont universellement respectés. Ils ont une voix, leur avis est pris en compte. Ils ont toujours une place au soleil. La raison de ce paradoxe est que la gentillesse aveugle et sans retenue est souvent perçue par les autres comme une manifestation de faiblesse et de vulnérabilité. Les personnes qui évitent la confrontation sont rarement considérées comme une force sérieuse parce qu'elles ne représentent pas une menace. Elles ont tendance à être perçues comme une ressource inépuisable, un outil pratique, plutôt que comme une personne indépendante méritant le respect. Vous pouvez faire des pieds et des mains pour plaire à tout le monde, mais si vous ne démontrez pas votre propre force et votre volonté de défendre vos intérêts, les autres n'hésiteront pas à utiliser cette personne à leur propre fin. Selon Niccolò Machiavel, pour gouverner efficacement, il est plus important pour un dirigeant d'inspirer la crainte que l'amour. En effet, le véritable respect naît de la reconnaissance de la capacité d'action d'une personne, de sa volonté de se défendre et de protéger ses limites. Une telle personne ne se laissera pas traiter comme une pièce de rechange dans le jeu de quelqu'un d'autre. Cette règle s'applique à tous. Si une personne s'efforce constamment de plaire à tout le monde, elle sera perçue comme facilement remplaçable. Cela n'est pas dû à ses qualités personnelles, mais plutôt au fait que le monde n'apprécie pas ceux qui sont prêts à se dissoudre dans l'intérêt des autres. Il est donc essentiel de reconnaître les raisons de ce désir malsain d'approbation et de commencer à construire des relations plus saines avec les autres. La bienveillance extérieure cache souvent quelque chose de plus profond qui a peut-être freiné le développement et l'épanouissement personnel pendant des années. C'est cette influence cachée qui fera l'objet d'une étude plus approfondie. Dans la prochaine section, nous examinerons les origines psychologiques du désir de plaire à tout le monde et à tout le monde. Et nous révélerons les raisons pour lesquelles la bonté inconditionnelle se révèle souvent être une forme voilée de peur. Si les sujets abordés vous touchent, l'auteur vous encourage à soutenir la chaîne en vous abonnant. Le désir de plaire n'est pas une qualité innée, il se forme sous l'influence de facteurs externes et, pire encore, se fixe dans l'esprit. Dès son plus jeune âge, une personne apprend que l'acceptation des autres a un prix, celui de renoncer à une partie de sa propre personnalité. Sourire crispé, désir refoulé, opinion étouffée, tout cela est se sacrifier au nom de l'approbation. Dès l'enfance, en entendant des phrases comme « Ne fais pas ça, ce n'est pas bien » ou « Sois gentil, ne te dispute pas, tu es si poli », l'enfant s'adapte progressivement aux attentes des autres. Cependant, personne ne prévient que le désir constant de plaire est un piège émotionnel, une prison psychologique faite de compliments empoisonnés et de punitions déguisées en éducation. Au cours de sa formation, l'individu apprend que l'obséquiosité suscite la sympathie des autres, tandis que l'expression de la colère, l'établissement de limites personnelles ou la défense de ses propres intérêts s'exposent au rejet. Pour survivre, l'individu s'adapte à ces conditions, mais cette adaptation dégénère souvent en soumission inconditionnelle. Il perd alors sa capacité à refuser sans culpabilité et à assumer la responsabilité du bien-être des autres, même si cela est préjudiciable à son état intérieur. La personne réprime l'irritation, pardonne trop vite et s'épuise à se conformer aux attentes des autres. Ce comportement n'est pas dû à de véritables croyances, mais à une notion de sécurité apprise. Cependant, il faut savoir qu'il ne s'agit pas de gentillesse, mais d'une peur sous-jacente. La peur d'être rejeté, de ne pas être aimé ou d'être perçu comme une mauvaise personne. C'est la peur de montrer son vrai moi, avec tous ses désirs, sa colère, ses limites personnelles et sa voix. Cette peur fait de la personne son propre ennemi, la poussant à se cacher derrière un comportement socialement approuvé, mais émotionnellement destructeur,
ce qui conduit à l'auto-sabotage et à un profond conflit intérieur. L'aspect le plus regrettable est que les gens ne sont souvent pas conscients de leurs actions. Ils les confondent avec de l'empathie, alors qu'elles sont en réalité motivées par la peur de la confrontation. Ils pensent qu'il s'agit d'une manifestation de compréhension, alors qu'au fond, il s'agit d'une peur d'être seul. Ils appellent cela de la gentillesse, mais celle-ci est motivée par l'insécurité quant à leur propre valeur. Leur gentillesse est en fait un masque soigneusement dissimulé, une tactique inconsciente pour éviter le chagrin du rejet. Cependant, ce masque a un prix élevé. Il supprime leur vraie nature, leur force intérieure et leur sens de soi. Et s'ils ne se débarrassent pas de ce masque, il peut devenir une partie intégrante de son identité. Il devient leur seconde nature. Et un jour, lorsqu'ils se regarderont dans le miroir, ils ne se reconnaîtront peut-être plus. Mais il existe un moyen de s'en sortir. Et pour la trouver, il faut se tourner vers l'expérience d'un homme qui, plus que quiconque, a compris le pouvoir de l'image, de la perception et de la stratégie. Machiavel. Nous verrons ci-dessous ce que son traité Le Souverain peut nous apprendre sur la manière de ne plus être prisonnier du désir de bien paraître et de commencer à être respecté pour ce que l'on est vraiment. Si quelqu'un essaie de vivre sa vie en prétendant être une bonne personne, en espérant que son entourage appréciera sa morale, son éthique et son honnêteté, il devrait arrêter immédiatement. Il y a plus d'un demi-millénaire, le perspicace Machiavel mettait en garde. Cette voie, bien que belle, est pleine de dangers. Dans la dure réalité, ce ne sont pas les vertueux qui triomphent, mais ceux qui sont efficaces. En effet, pour réussir dans le jeu de la vie, il faut une stratégie bien élaborée. Nous devons reconnaître que les actions des gens sont rarement motivées par l'altruisme, mais plutôt par l'intérêt personnel, la peur et le désir de pouvoir. Dans son traité Le Souverain, Machiavel note « Tout le monde voit ce que vous semblez être. Tout le monde voit ce que vous semblez être, mais seul un petit nombre est capable d'expérimenter ce que vous êtes réellement. » Cette phrase résonne comme un coup de tonnerre, brisant l'illusion que seules la sincérité, l'intégrité et l'authenticité peuvent gagner le respect. La dure réalité de la vie est que les gens ne jugent pas les intentions, mais les apparences, l'image et l'impression. Vous pouvez être la personne la plus juste du monde, mais si votre apparence extérieure respire la faiblesse, vous serez traité en conséquence. Vous pouvez avoir le cœur le plus généreux, mais sans une image impressionnante de respect, vous n'attendrez pas. C'est pourquoi toute personne qui cherche à contrôler sa propre vie n'a pas droit à la naïveté. Le souverain, et dans ce contexte le souverain est chacun d'entre nous, doit prendre conscience de cette réalité. Le souverain doit combiner habilement la vertu et la pensée stratégique en les manifestant selon les circonstances. Machiavel affirmait qu'un souverain devait parfaitement maîtriser sa nature animale, se comparant à la fois à un renard et à un lion. Cette métaphore, frappante par sa franchise, révèle l'essence même de la réalité politique. Comme le renard, le souverain doit être rusé et astucieux, capable de reconnaître les dangers cachés et d'agir avec prudence. En même temps, il doit être comme un lion, inspirant la crainte et démontrant la puissance de son influence. Machiavel souligne qu'un souverain ne doit pas se limiter à l'un de ses rôles, mais qu'il doit les combiner habilement. La sagesse réside dans la capacité à reconnaître la manipulation et la force, dans la capacité à faire réfléchir les autres à deux fois avant d'agir. La recherche du respect exige de comprendre que la vertu dont parle Machiavel est différente des principes moraux prônés par les moralistes. Il s'agit plutôt de la vaillance, une fusion de courage, d'intelligence, d'audace et de maîtrise de soi. Le souverain doit agir de sang-froid lorsque c'est nécessaire, en reconnaissant que la cruauté est parfois le seul moyen de maintenir l'ordre et la stabilité dans l'État. Ce n'est pas un sentiment d'aversion, mais plutôt une profonde compréhension de la vie qui est à l'origine d'une autre de ses pensées emblématiques. Un homme qui s'efforce d'être impeccable dans chacun de ses actes sera inévitablement confronté à l'effondrement dans un monde où tout le monde n'adhère pas à des principes moraux élevés. Cette idée est familière à de nombreuses personnes qui se sont efforcées d'agir selon leur conscience dans toutes les situations. Mais quel est le résultat? Exploitation, négligence, préjugés. Souvent, ceux qui nous entourent ne respectent pas les règles du fair play.
Et si l'on continue à croire naïvement que ce n'est pas le cas, on ne peut éviter la défaite. Il ne s'agit pas du tout d'un appel à abandonner ses propres convictions. Il s'agit plutôt d'un appel à cesser de les utiliser comme des entraves limitatives. C'est un appel à commencer à agir à partir d'une position de force et à évaluer consciemment la façon dont votre gentillesse est perçue et utilisée par les autres. Niccolò Machiavel n'était pas un pessimiste, mais un pragmatique. Il voyait la nature humaine sans idéalisation ni illusion. Son célèbre traité Le Souverain est devenu une sorte de manuel d'instruction pour survivre dans une société où les apparences extérieures ont un grand pouvoir et où la faiblesse qui se cache sous le masque de la vertu équivaut à une condamnation à mort. Mais une question légitime se pose. Est-il possible de trouver le juste milieu dans cet équilibre complexe? Comment briser le cercle vicieux de la naïveté et ne pas devenir une personne insensible ou aigrie? Nous réfuterons alors la dichotomie erronée qui n'impose que deux voies, la bonté ou la cruauté. Il existe un juste milieu dont le point de départ est la capacité à se regarder honnêtement. L'erreur fatale qui ruine la vie de beaucoup est d'identifier la gentillesse à une humilité sans faille. On croit qu'un homme bon est obligé d'accepter les coups du sort sans se plaindre, de tout pardonner, de ne pas poser de questions inutiles et de supporter les offenses en silence afin de préserver la paix. Mais ce n'est pas de la bonté, c'est de la naïveté, de la lâcheté, qui se cache derrière le masque de la vertu. Si l'on ne prend pas conscience de cette différence, on court le risque d'être à jamais un paillasson affectif. La véritable bonté ne nécessite pas d'abnégation. Elle naît de la conscience, de la clarté de pensée et de la capacité à faire des choix. Être gentil ne signifie pas être un éternel optimiste, toujours prêt à rendre service, à sourire et à se sacrifier pour ceux qui ne lèveront pas le petit doigt en retour. Le refus de l'intérêt personnel est souvent présenté comme une vertu, mais il s'agit en fait d'une forme de dépendance affective. La simplicité permet de croire que les autres répondront avec la même sincérité et la même chaleur. La crédulité nourrit des illusions sur l'équité du monde, s'attendant à ce que l'honnêteté soit certainement récompensée par la reconnaissance. Cette naïveté aspire à la gratitude, à la réciprocité et à l'attention, mais se heurte en fin de compte à une amère déception. La déception naît de la tendance à attribuer aux autres des qualités nobles inexistantes. La bonté authentique se manifeste différemment. Elle a la fermeté et la capacité de dire non. Elle sait partir à temps. Elle réalise que tout le monde ne mérite pas le meilleur traitement et que gaspiller ses vertus pour ceux qui ne peuvent rien offrir en retour n'est pas de la générosité, mais un gaspillage insensé. Une personne peut être juste, compatissante et honnête, tout en inspirant le respect et même la crainte. Elle a le pouvoir de la présence et sait clairement ce qu'elle est prête à tolérer et ce qui est inacceptable. Machiavel, dont les opinions peuvent sembler cruelles aujourd'hui, ne méprisait pas la vertu. Il méprisait la naïveté. Il a compris que dans un monde gouverné par des prédateurs, la bonté sans pouvoir est comme une proie sans défense dans la jungle. À ce stade, il est important de se demander si la bonté est un bouclier contre l'adversité ou un masque qui cache le vrai visage. Donne-t-elle de la force et de la confiance ou, au contraire, conduit-elle à l'autodestruction? Si le désir d'être bon se réduit à supporter l'injustice à contre-cœur, à se contenter de peu et à se reprocher les justes colères, alors ce n'est pas de la bonté, mais de la soumission. Mais il y a une issue. Il existe un juste milieu où il n'est pas nécessaire d'abandonner ses principes, mais où il n'est pas non plus nécessaire de se prosterner devant qui que ce soit. C'est un espace où l'on peut agir avec audace, en toute conscience et avec une intelligence émotionnelle développée. Les pages qui suivent explorent la voie qui permet de se libérer des stéréotypes imposés de l'homme bon, sans devenir un méchant, et de prendre le contrôle de sa propre vie sans se trahir. Pour ceux qui cherchent à retrouver le respect de soi, c'est là que commence le chemin de la transformation. Une erreur fréquente chez ceux qui reconnaissent leur position subalterne est de croire que pour se débarrasser de l'image de l'homme bon, il faut devenir froid, insensible, voire cruel. Il s'agit de ce que l'on appelle l'effet rebond, bien connu des psychologues. Après une longue période de vie, saturée d'événements divers, une personne peut décider à tort que le seul moyen de survivre est de se transformer en son contraire,
de devenir rigide, insensible et calculateur. Mais il s'agit là d'une dangereuse illusion, d'un autre piège tendu par la vie. En niant sa vraie nature, l'individu ne devient pas plus fort, mais crée seulement une illusion de défense basée sur le déni. Il ne s'agit pas d'une véritable liberté, mais plutôt d'un traumatisme habilement déguisé sous l'armure de la force. La véritable libération intervient lorsque l'individu devient entier. Cela se produit lorsqu'il cesse de jouer les rôles imposés par les autres et commence à agir selon ses croyances et ses besoins intérieurs. Il ne s'agit pas d'être bon ou mauvais, mais d'être vrai, sincère avec soi-même. Il s'agit de se regarder dans le miroir et de se rendre compte que, malgré sa bonté, un homme ne se laissera plus aller à la passivité. Il peut être compatissant, mais il ne deviendra jamais permissif. Il est prêt à donner un coup de main, mais il ne rampera plus pour obtenir de la reconnaissance. Alors, comment éviter cette transformation en personne rigide et indifférente sans trahir sa vraie nature? Tout d'abord, il faut prendre conscience que la voix de chacun est importante. Les gens sont amenés à croire qu'exprimer son mécontentement, poser des limites personnelles ou affirmer son point de vue relève de l'égoïsme, mais cette affirmation est loin d'être vraie. Le véritable égoïsme consiste à attendre d'une personne qu'elle accepte que d'autres la dominent. Au contraire, la capacité à dire ce que l'on pense, à prendre une position ferme et à déclarer que certaines actions sont inacceptables est un acte de dignité et de respect de soi. Une étape importante dans l'établissement de relations saines avec les autres est la pratique du non. Ce mot, prononcé au bon moment, peut être un puissant outil de libération. Il n'est pas nécessaire d'être agressif ou d'élever la voix. Un non calme, confiant et incontestable est beaucoup plus puissant que de nombreuses excuses, car il démontre clairement les limites personnelles. Les personnes qui savent fixer des limites sont respectées, tandis que celles qui ne savent pas le faire sont souvent exploitées. Enfin, il convient de prêter attention à la réaction des autres à tout changement de comportement. Ces personnes servent en quelque sorte de thermomètre, montrant à quel point elles se sentaient à l'aise dans la situation précédente. Si une personne commence à affirmer ses intérêts et qu'elle entend en réponse des reproches selon lesquels elle est devenue différente, étrange ou égoïste, cela indique que son ancienne obéissance était favorable à quelqu'un. Le changement de comportement rompt un accord tacite qui permettait aux autres de profiter de lui. Cela peut être gênant, mais il ne faut pas s'y tromper, car c'est un signe certain de progrès. Quatrièmement, il faut cesser de chercher vainement à gagner la compréhension de tous. Tout le monde ne pourra pas comprendre la profondeur des changements qui s'opèrent dans une personne, et il n'y a rien de mal à cela. Il n'est pas nécessaire de se conformer à l'image que les autres ont créée dans leur imagination. La dévotion doit être orientée vers sa propre vérité, son propre monde intérieur et le bien-être de son état émotionnel. Cinquièmement, il faut remplacer le désir d'approbation universelle par une soif d'authenticité. Lorsque les actions sont dictées par la sincérité, il est possible de ne pas gagner la faveur de certaines personnes, mais on gagnera le respect de ceux qui comptent vraiment. De plus, il commencera à se respecter lui-même, ce qui est un respect que personne ne peut lui enlever. Niccolò Machiavel a créé ses œuvres non pas pour enseigner la cruauté, mais pour se débarrasser de la naïveté. Le plus haut degré de naïveté est de croire que la vertu suffit à se faire respecter dans ce monde. C'est loin d'être le cas. Il faut beaucoup de courage pour renoncer à être obséquieux. Il faut une force intérieure pour rester soi-même sans demander la permission à personne. Mais ce voyage de découverte et de transformation de soi est loin d'être terminé. Il y a un point culminant où chaque personne est confrontée au choix de poursuivre un comportement autodestructeur ou de prendre le contrôle de sa propre vie. La dernière section lance un appel direct et sans concession à la prise de conscience que s'efforcer d'être bon peut s'avérer trop coûteux. Il est temps de décider. Que voulez-vous le plus? L'amour pour tous ou la liberté? Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes et nous demander: combien de temps avons-nous l'intention de jouer le rôle du gentil? Combien d'énergie, de voix et de dignité seront encore sacrifiées pour maintenir l'image imposée de l'extérieur?
Elle peut être perçue comme vertueuse ou noble, mais il s'agit en fait d'une prison psychologique et émotionnelle ornée de compliments flatteurs. Cette prison est applaudie parce qu'elle est inoffensive, prévisible et non menaçante. Mais il vaut la peine d'entendre ce que personne ne peut être osé dire auparavant. Vous ne devez pas vous attendre à un miracle. Personne ne viendra apprécier vos efforts, vanter vos mérites ou vous offrir un repos bien mérité. Cela n'arrivera pas, car tant que votre volonté de sacrifice subsistera, il y aura toujours quelqu'un qui voudra en profiter. Et il ne s'agit pas d'une mauvaise volonté, mais d'une dure réalité qui défie les idées naïves. Vous pouvez continuer à adhérer à l'image de l'homme idéal imposé par la société, calme, patient, compréhensif, toujours prêt à aider et insensible. Mais dans ce cas, vous devez vous préparer à une série de déceptions, d'offenses et à l'oubli total. Il existe cependant une autre voie, celle de l'éveil. Vous pouvez décider dès maintenant que la gentillesse ne doit pas être un fardeau qui limite la liberté. Il est nécessaire de commencer à agir consciemment, avec confiance et détermination, en déterminant de manière autonome quand et à qui faire preuve de générosité. Il est important de cesser de donner sans rien recevoir en retour et de vivre dans l'attente constante d'une approbation, comme un chien fidèle qui a faim d'affection. La vérité est simple et évidente. Les personnes qui ont le sens de leurs propres valeurs sont très appréciées dans la société. Une personne ne trouve la vraie liberté que lorsqu'elle cesse de rechercher l'approbation de son existence. L'auteur pose la question suivante. À quand remonte la dernière fois qu'un lecteur a refusé quelqu'un sans éprouver de remords de conscience? Quand a-t-il fait passer ses propres intérêts en premier? Quand a-t-il fait quelque chose uniquement pour lui-même, sans se soucier de l'opinion des autres? L'auteur vous encourage à partager de tels moments dans les commentaires, souhaitant connaître le moment décisif où vous avez pris conscience que le fait de vouloir être bon était en train de détruire votre personnalité. Ce sujet doit être débattu car de nombreuses personnes vivent dans une prison mentale et c'est le lecteur qui peut être l'étincelle qui les éveillera au changement. Si ce discours vous a amené à repenser votre mode de vie, vos actions et l'image que vous avez de vous-même, alors vous devriez prêter attention à la phrase suivante. L'auteur assure que c'est important en soulignant que ce n'est que le début du voyage vers